Bonsoir et bienvenue à tous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous ne voulez pas dormir cette nuit. Aujourd'hui, le concept il est simple. 4 vraies histoires d'horreur que j'ai pioché un peu partout sur Reddit. Le premier épisode vous a extrêmement plu. Donc sur ce, je vous laisse avec les histoires. Pour cette première histoire, notre personnage s'appellera John. John nous dit que cette histoire date d'il y a 1 an et qu'à ce moment-là, il avait 11 ans. Il nous explique aussi que dans cette histoire, il ne sera pas tout seul, il sera avec son amie Jeanne qui possède le même âge. Un jour, Jeanne invite John chez elle et ils seront seuls à la maison car les parents de Jeanne sont partis travailler. On a un détail aussi important, c'est que Jeanne dit qu'elle a les clés de la maison et qu'elle peut par conséquent partir et rentrer à la maison quand elle veut. Les heures passent, les enfants s'amusent, tout va bien jusqu'à l'heure du goûter où Jeanne décide de faire des milkshakes. Jusque là, tout va bien, je ne pense pas que des milkshakes représentent un réel danger. Et pendant qu'il prépare le goûter, Jeanne dit à John qu'apparemment il y aurait une maison abandonnée pas loin d'ici. Jeanne dit qu'elle a toujours voulu y aller et que ce serait bête de passer à côté d'une occasion pareille. John, bien évidemment, commence par refuser directement l'invitation, mais Jeanne va jouer sur les sentiments pour que John l'accompagne et qu'il ne refuse pas. Jeanne dit « T'as les chocottes ou quoi? Tu t'as peur de venir ?» Et comme tout enfant de 11 ans, évidemment que John, par fierté et par ego, il va évidemment accepter. John nous explique aujourd'hui que dans cette histoire, il regrette vraiment de ne pas avoir su s'imposer et que s'il avait su ce qui allait se passer, il n'aurait jamais accepté. Les deux enfants se mirent en route, ils prennent leurs chaussures, un manteau et ils partent en direction de la maison abandonnée. John nous explique qu'arrivé devant la maison, il sentit déjà une atmosphère assez pesante et il commençait à stresser ou du moins à avoir peur car il ressentait un espèce de nœud dans son ventre. Il rentre dans la maison, du moins dans le jardin, et John remarqua tout de suite une odeur comme de moisi. Et en effet, il regarde le sol et c'était rempli de rats décomposés. Donc des rats qui sont morts depuis bien longtemps. Il ne reste pratiquement qu'une bouillie, quelque chose comme ça. Il rentre finalement dans la maison et monte les escaliers et vont directement dans une chambre. Ce que Jeanne n'avait pas précisé à John, c'est qu'elle connaissait l'endroit, elle connaissait l'histoire, elle savait pourquoi cette maison était abandonnée. Il rentre dans la chambre, une chambre normale, vide, les murs un peu détériorés, le sol un peu craquelé. Mais à ce moment-là, Jeanne lâcha une phrase qui restera gravée dans la mémoire de notre ami. Elle a dit « Ça doit être là qu'il s'est pendu ». À cette phrase, John nous explique qu'elle l'a terrorisé, qu'encore aujourd'hui, c'est compliqué de la prononcer, voire de l'entendre. Ça lui procure des nausées, ça lui procure des mal de tête. C'est un réel traumatisme. Et en effet, au plafond se tenait une corde, attachée, abîmée. La corde, elle avait vécu dans le temps. Et en voyant cette corde, Jeanne eut la magnifique idée de mimer un suicide. Elle commence donc à prendre une chaise qui était non loin de là. Elle monte dessus et commence à faire genre qu'elle va se pendre. Elle joue. Et John, dans cette affaire, pour paraître courageux et ne pas se taper la honte devant son ami, il se force à rigoler. C'est-à-dire qu'il met un masque, il a très peur au fond de lui, mais il ne veut pas le montrer sous peine de se prendre une session vanne directement. Au bout d'un certain temps, John commençait à émettre l'idée de partir. Il n'était pas à l'aise. La maison avait une atmosphère assez pesante. Jeanne lui répondit tout naturellement, non, on n'a pas encore tout visité. Donc nos amis continuent de visiter la maison. Le temps passe, les minutes passent, et d'un seul coup, ils entendirent un bruit sec, fort, qui résonna dans toute la maison. Ce bruit, John nous explique qu'il l'évoque comme un coup de pistolet, un coup de feu, et dans le doute, les deux amis se sont regardés, un regard blanc, un regard terrifiant, et ont décidé de partir le plus vite possible de la maison. Ils dévalent les escaliers à grande vitesse au point même de se faire une cheville. John nous explique qu'il a failli tomber et qu'il s'est un peu tordu la cheville, mais rien de grave. Les deux enfants arrivent à sortir de la maison et ils croisent un groupe de jeunes personnes âgées. Donc, tout naturellement, comme tout enfant en danger, ils vont leur demander de l'aide et leur dire qu'il y a eu un coup de feu dans la maison alors qu'elle est censée être inhabitée. Et malheureusement, l'une des deux personnes âgées va leur répondre d'un ton méprisant que les jeunes sont toujours là avec leurs blagues débiles et qu'il faudrait un moment s'arrêter. Sauf que John et Jeanne, ils le savent très bien. Il y a eu un bruit, il y a eu quelque chose. C'était peut-être un animal, c'était peut-être une personne. Ils ne savent pas et dans le doute, ils ont voulu avoir de l'aide psychologique d'une personne. Cette personne n'a malheureusement pas tenu son rôle. Pour le fin mot de cette histoire, il nous explique que 2 mois après, ils en parlent encore, voire en rigolent même. Mais ça reste un événement assez traumatisant pour John. Et malheureusement, une idée s'est imprégnée dans leur cerveau.
c'est que s'il n'avait pas couru au moment du bruit, peut-être qu'il serait mort à l'heure actuelle. Deuxième histoire, et celle-ci, c'est celle de Pierre. Pierre nous dit que ça fait maintenant 3 ans qu'il habite dans une maison avec ses parents et ses 2 sœurs, mais qu'au moment des faits, ça ne faisait qu'1 an. Pierre nous donne un contexte, un schéma de maison. Il possède un étage, à cet étage se trouve sa chambre et la chambre de ses sœurs. Et ses parents dorment dans le salon. J'ai fait un petit schéma, je me suis dit que ça serait pas... Putain de merde. J'ai fait un petit schéma, voilà, je me suis dit que ce serait peut-être plus facile à comprendre. Au moment des faits, nous sommes en hiver, donc il fait nuit tôt, et nous sommes un samedi. Et ce samedi soir, les parents de Pierre attendaient un invité. La soirée se passe tranquillement, ils boivent l'apéro, ils jouent à des jeux de société, tout se passe pour le mieux. Et Pierre nous explique que vers minuit, la fatigue commence à se faire ressentir et donc il va naturellement se coucher. Mais il fut réveillé 5 heures plus tard par un sentiment de présence. Pierre nous dit qu'il se sent observé, il ouvre les yeux et voit une silhouette dans la pénombre juste au-dessus de son lit qui est penchée et qui le regarde froidement. Pierre nous indique que, étant donné qu'il ne dort pas les volets fermés, il y a la lumière de la lune qui rentre dans sa chambre. Et malheureusement, il n'a pas pu voir le visage de l'individu car il était à contre-jour, ou plutôt à contre-nuit. Alors Pierre, sur le coup de la fatigue, il se dit que c'est une paralysie du sommeil, puisque ça y ressemble vraiment beaucoup. Mais la suite de l'histoire nous fait penser que ce ne sera pas ça. Et d'un coup, par une force inattendue, Pierre nous explique qu'il arrive à prendre un ciseau qui était sur son bureau et à se dresser face à l'individu. Et en une fraction de seconde, il le voit se retourner et partir vers les escaliers. Et ce, dans un calme terrifiant. Pierre nous explique que l'homme était plutôt petit, en short et en t-shirt. Pour rappel, nous sommes en plein hiver. Après quelques minutes à reprendre ses esprits, Pierre se lève, toujours ciseau à la main, et décide de suivre l'individu en question. Ni une ni deux, il fonce vers la chambre de sa sœur, car sa sœur possédait elle aussi une coiffure rousse, mais il la vit dans son lit en train de dormir, ce qui n'était pas possible puisqu'il a vu l'individu partir en direction des escaliers et descendre les escaliers. Pierre nous explique qu'avec précaution, il descend les escaliers tout doucement, histoire de ne pas alerter l'individu s'il est encore présent. Il faut savoir que Pierre possède une maison dont la porte se trouve en face des escaliers. Et plus il descend les escaliers, plus il voit la porte ouverte. Là, donc la porte d'entrée était grande ouverte. Ses parents étaient couchés dans le salon, je répète, donc à quelques mètres de la porte, ce qui est très dangereux parce que tu dors, donc tu n'as pas forcément les certains réflexes. Donc si quelqu'un rentre avec des mauvaises intentions, c'est fini en fait. Pierre sortit donc par la porte d'entrée et fit le tour de son lotissement. Il croisa personne. Pierre nous explique pour cette fin d'histoire que comme tous les matins, il prend le bus et donc son bus passe par son lotissement. Chaque matin, il fait très tôt, il fait sombre, il voit la même personne au même endroit sur le trottoir. Pierre, il n'y faisait pas attention, mais dû aux événements récents, il se mit à faire un lien entre les deux et il commence à émettre l'hypothèse que c'est cet individu qui s'est introduit chez lui. Il émet aussi l'hypothèse que c'est peut-être l'ami de ses parents qui a complètement pété un plomb sous le coup de l'alcool. Et c'est bizarre car le lendemain matin, il était à la maison en train de boire le café. Est-ce qu'il a dormi là ? Est-ce qu'il n'a pas dormi là? Est-ce qu'il avait des réelles intentions meurtrières? Est-ce qu'il avait des intentions très bizarres dont je dirais pas le nom? Je n'en sais rien, on ne sait pas. Et encore aujourd'hui, Pierre se pose la question et veille toujours à fermer la porte à double tour. Du coup, le lendemain, Pierre, en toute logique, va expliquer à ses parents ce qui s'est passé. Ses parents, sur le coup, vont dire qu'il a complètement halluciné et ils vont donc lui envoyer une session vanne dans la gueule, ce qui n'est peut-être pas très bien pour Pierre à ce moment-là. Troisième histoire, et celle-ci, c'est celle de Tony. Je préviens d'avant, cette histoire rentre dans la catégorie paranormale, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux, donc je vous laisse vous faire un avis. Cette histoire date d'il y a 5 ans, donc c'était en 2019. Tony nous explique qu'il est parti avec son oncle et sa tante, ainsi que ses 2 cousins, dans un camping en pleine forêt. Et pour info, ils partent 2 semaines. La première semaine, Tony nous explique qu'il ne s'est rien passé, qu'une semaine de vacances banale, comme tout le monde la vivrait, avec de la joie, de la rigolade, tout s'est bien passé. Mais tout a dégénéré à partir de la 2e semaine. La nuit du mercredi soir, un des cousins de Tony s'est levé dans la nuit et a décidé d'aller aux toilettes. Il faut savoir qu'ils étaient en camping, non pas dans un mobil-home, donc il faut aller au sanitaire. Étant donné que c'était très loin, Tony nous explique qu'il lui arrivait souvent avec ses cousins de faire leurs besoins à côté d'un arbre, et lorsqu'il commence à faire son affaire, son cousin entendit son nom crier au loin dans la forêt. Sur le coup, il est fatigué, c'est la nuit, c'est la forêt, il y a plein de bruit.
on fait pas attention. Voilà, ça arrive, des hallucinations auditives, ça arrive à tout le monde. Donc Tony nous explique que c'est son cousin qui lui a raconté tout en arrivant, mais que Tony, lui aussi, ça lui importait peu, il savait qu'il était assez jeune, donc ça arrive à tout le monde. Mais la nuit suivante, c'est Tony qui va aller faire ses besoins à côté d'un arbre. Et le schéma se répète, il entendit son nom, et vu que c'est la deuxième fois qu'on lui parle de ça, ou du moins qu'il est témoin de cet événement, il commence à le prendre un peu au sérieux. C'est une dinguerie, une ambiance un peu bizarre dans ma chambre là, j'ai des frissons, je sais pas si vous verrez, mais avec la cam c'est pas ouf. Mais Ah les gars, c'est pas de la vanne. Ah, c'est pas de la vanne. C'est pas de la vanne du tout. Et quand il revint de son affaire, il croisa sa tante Annie, qui était complètement pâle, comme si elle était terrifiée, voire figée. Et le lendemain matin, il retrouva le corps de sa tante, pendu à un arbre. Les autorités en ont déduit qu'elle était morte de folie. Suite à cet événement tragique, nos vacanciers décident d'arrêter le camping et de rentrer à la maison. On se retrouve quelques années plus tard, donc en 2021, et notre famille qui était en deuil décide de retourner faire du camping. Cependant, cette fois, il n'y aura que Tony et son oncle. L'histoire se répète, tout se passe bien les premiers jours, mais vient le mercredi soir, la nuit précisément, où l'oncle de Tony va disparaître. On ne sait pas comment. Tony se souvient qu'il était parti aller chercher du bois pour faire griller des chamallows. Donc évidemment, Tony a appelé la police, a appelé les responsables du camping. Tout le monde s'est mis à chercher. Personne l'a retrouvé. Tony, qui était complètement perdu, nous explique qu'il est rentré chez lui par le biais de sa mère qui est venue le chercher. Et quand il fut rentré chez lui, il reçoit sur son téléphone un texto d'un inconnu. Et quelqu'un à qui il n'avait jamais parlé. Il reçoit une photo de son oncle, qui avait la même tête que sa tante. Pâle, extrêmement pâle, comme s'il était effrayé, comme s'il était figé sur place. Tony a donc décidé évidemment d'aller voir la police et d'enquêter sur ce qui se passe. Donc la police a réussi à tracer le téléphone de celui qui avait envoyé cette photo et ils ont retrouvé le corps de son oncle complètement démembré dans une forêt non loin du camping où ils étaient. Et Tony nous explique que du coup ça lui a valu la réputation d'avoir une famille maudite. Leur famille était complètement blacklistée de tous les campings où ils allaient. C'est-à-dire que même après être en deuil, après avoir vécu toutes ces épreuves où ils ont malgré tout réussi à se relever un minimum, et ben tous les campings derrière, tous les endroits où ils voulaient prendre des vacances, ils n'ont jamais accepté car ils étaient complètement blacklistés par rapport à cette histoire. Voilà pour cette histoire, j'espère qu'elle vous aura fait frissonner. Moi j'en ai eu des frissons. C'est des histoires assez courtes mais purée, elles sont solides, hein, vraiment solides. Quatrième et dernière histoire, et celle-ci elle est plutôt longue, accrochez-vous. Et pour cette histoire, nous allons appeler cette personne Ange. Ange nous explique qu'elle adore partir se balader avec ses potes. Et pour un peu de contexte, ce jour-là, Ange nous explique qu'avec son groupe de potes, ils adorent explorer des lieux abandonnés, faire de l'urbex. Et elle nous explique que ce soir-là, ils ont eu la très mauvaise idée de s'aventurer dans un immeuble désaffecté. C'était en novembre, le 8 novembre, et à partir de 21h, il fait déjà nuit. Ce fameux groupe d'amis avait entendu parler d'un immeuble qui avait été désaffecté suite à une entreprise qui avait fait faillite. Vous vous doutez bien que c'est le genre d'endroit où il y a plein de graffitis, où il y a plein d'animaux, surtout des rats, des araignées, tout ça, voilà, c'est le lieu cliché. Et ce fameux groupe d'amis dont fait partie Ange ont décidé d'y aller pour avoir un peu de frisson, avoir un peu de sensation, et surtout kiffer entre potes, tout simplement. Arrivé sur le lieu, c'était aux alentours de 22h, et Ange et son groupe d'amis nous expliquent que l'ambiance était déjà vraiment lugubre. C'est-à-dire qu'il pleuvait un peu de vent, il faisait nuit, tous les facteurs en fait disaient non, faut pas entrer. Mais pour entrer dans cet immeuble, il y avait une grande grille. Et cette grande grille, qui est d'habitude fermée, elle était grande ouverte. Il y a des signes, faut pas exagérer, il faut les remarquer quand même, un minimum. C'est-à-dire que si c'est toujours fermé et l'accès ouvert, tu te doutes bien à un moment donné que c'est pas normal. Mais au lieu de ça, notre ami était complètement excité à l'idée de découvrir un nouvel endroit, à l'idée d'avoir un peu de frisson, de pouvoir taguer, car il faut savoir que c'était un des hobbies de notre groupe d'amis. Ils adoraient taguer dans des endroits insolites. En entrant dans l'immeuble, tout était silencieux. Le seul bruit, c'était le vent.
qui passaient par les fenêtres qui étaient brisées. Ange nous dit qu'elle a oublié de préciser quelque chose, elle se balade toujours avec un couteau. Et à mon avis, c'est une bonne chose, à condition voilà, qu'on fasse pas n'importe quoi, qu'on se blesse pas, mais avoir un objet ou une arme pour se défendre quand tu vas dans des lieux comme ça, c'est assez logique et c'est tant mieux, je pense. Le temps passe, les minutes passent, il tague, il rigole, il plaisante. Mais Ange vous explique que plus ils avançaient dans l'immeuble, plus ils montaient, plus ils allaient explorer, plus l'ambiance devenait de plus en plus sombre et il sentait qu'il se passait quelque chose. Ange nous explique qu'elle était complètement certaine qu'elle était observée, elle avait un sentiment presque assourdissant qui était là, quelqu'un les observait, elle en était sûre. Et à un moment donné, arriva ce qui arriva, elles entendirent un cri, mais pas un cri normal, un cri déchirant, un cri qui résonne dans tout l'immeuble. Ce n'est pas un cri d'animal, ce n'est pas un cri d'humain, c'est un mélange des deux. Ange vous explique que ces bruits, que ces cris étaient semblables à quelqu'un qui était en danger, qui souffrait. Alors, premier réflexe, le groupe s'est rassuré en disant « Ah, c'est peut-être d'autres jeunes qui se font le coup à nous pour nous faire peur, ou alors c'est peut-être la police. » Car nous sommes dans un endroit interdit, un endroit où on n'est pas censé être. Et par réflexe, Ange a caché son couteau sous un caillou. Car dans le cas où c'était les policiers, elle n'avait pas le droit d'avoir une arme sur elle, même si elle va dans un endroit dont l'arme est nécessaire. Et quand Ange se relève après avoir caché son couteau derrière un caillou, elle remarqua une silhouette au loin, dans la pénombre, dans le couloir. Une silhouette d'un homme, aux alentours des 1m80, assez maigre et à la fois assez imposant. Ses yeux brillaient dans la pénombre et il avait une arme à la main. Tout le groupe était paralysé, tout le monde était figé par la peur, jusqu'à qu'une personne du groupe, nommée Léo, va avoir le courage immense de dire à tout le monde « Il faut absolument qu'on parte le plus vite possible ». Sans réfléchir, le groupe se met à courir en direction de la sortie. Sans réfléchir, le groupe se mit à courir en direction de la sortie, plus précisément vers une fenêtre qu'ils avaient repérée au début. Il faut savoir que cette fenêtre était brisée, mais pas nettement. Il y avait des petits bruits dépassés sur les rebords. Ils se mettent à la queue leu-leu, passent le plus rapidement possible et malheureusement, certains se sont blessés, se sont coupés dû au verre qui était resté accroché sur les bords des fenêtres. Mais Ange nous explique qu'à ce moment-là, être blessé ou être un peu coupé, ça n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'est vivre, du moins survivre. Une fois dehors, le groupe continue de courir et ne regarde même pas derrière lui. Ange nous explique qu'il courait, jusqu'à point d'être à quelques centaines de mètres du lieu où ils étaient il y a quelques secondes. Pour le fin mot de cette histoire, Ange nous explique qu'elle n'a jamais su qui était cette personne. Personne du groupe n'a jamais su qui était cette personne. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Qu'est-ce qu'elle voulait? Pourquoi a-t-elle crié? Pourquoi a-t-elle parlé alors qu'elle était visiblement toute seule? Et le lendemain matin, Ange nous expliqua que quelque chose lui trottait dans la tête et effectivement elle avait oublié son couteau sur le lieu. Donc elle prend son courage à deux mains, envoie un texto à ses amis pour leur prévenir s'il lui arrivait quelque chose, c'était normal. Elle retourne à l'immeuble et va chercher son couteau. Donc c'était le jour, donc l'ambiance est un peu moins sombre, un peu moins flippante, mais tout de même, si tu vis des événements comme ça, c'est un peu bête d'y retourner. Mais vu qu'elle y tenait beaucoup à son couteau, c'est le choix qu'elle a fait. Elle va donc chercher son couteau sous le caillou en question, mais elle ne croisa personne. Bien sûr, elle s'attarda pas, elle resta pas longtemps dans l'immeuble, mais assez longtemps pour voir qu'il n'y avait personne, aucun bruit, rien du tout. Depuis cet événement, elle nous explique que elle et son groupe d'amis n'ont plus jamais remis les pieds dans cet immeuble, qu'ils continuent à faire des urbex, mais beaucoup plus petits, des petites maisons, des petites cabanes. Et elle nous rappelle qu'ils font ça sans se mettre en danger et que s'ils le sentent pas, ils ne prennent pas de risques. Ils ont eu la leçon une fois, ils ont compris. Et au fil du temps, elle nous explique qu'elle est pratiquement sûre que ça soit un sans-abri qui était là et qui squattait. Et honnêtement, elle nous dit qu'elle préfère pas savoir. Et honnêtement, moi non plus. Voilà pour ces 4 histoires, j'espère qu'elles vous auront plu. Moi j'ai pris un plaisir immense à vous les raconter, voilà, c'est la deuxième fois que je fais ça. Donc s'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça sera toujours bénéfique. Sur ce, moi je vais très vite rallumer la lumière, me mettre dans une ambiance un peu plus cool. Sur ce, moi je vous laisse, ciao bye. Putain c'est fou les bruits que j'entends.